Très bien, donc on va commencer. Bonsoir, donc je m'appelle Gauthier Hulot, moi je suis le directeur adjoint de l'IPGP en charge de la recherche et des activités spatiales, d'où ma présence ce soir à cette soirée anniversaire, donc pour fêter les 1 an de l'arrivée de SEIS sur InSight sur Mars. Alors c'est pas tout à fait encore 1 an, mais c'est très bientôt. Et donc là, très rapidement, je vous rappelle un petit peu ce qu'est l'IPGP pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas. L'IPG est un institut de recherche qui est désormais rejoint l'Université de Paris, qui a une triple mission, donc la recherche, bien entendu, mais aussi deux composantes essentielles qui caractérisent l'IPG. D'une part, les observations qui sont menées dans des observatoires avec 3 grandes catégories d'observatoires, plus d'autres moyens d'observation, que sont d'abord les observatoires sismologiques qui sont déployés à la surface de la Terre et qui participent aux réseaux internationaux, qui permettent de suivre l'activité sismique et puis qui donnent des données importantes pour reconstruire la structure de la Terre. D'autre part, des observatoires volcanologiques qui sont installés à proximité des volcans actifs français, aux Antilles, à La Réunion, et qui aujourd'hui sont particulièrement actifs parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a un nouveau volcan qui est en train d'émerger au fond de l'océan à proximité de Mayotte, ce qui génère beaucoup d'activités scientifiques et également d'activités de suivi et de surveillance. Et puis enfin, il existe aussi des observatoires magnétiques qui, eux, surveillent le champ magnétique terrestre, ce qui donne des informations sur ce qu'on appelle de manière générale la météo spatiale, mais fournit aussi des données scientifiques extrêmement utiles pour des études qui vont jusque l'étude, par exemple, de l'intérieur de la Terre, de la dynamo qui est responsable de la présence du champ magnétique terrestre. Alors ce soir, le sujet, ça ne sera pas la volcanologie, ça ne sera pas spécialement le magnétisme, ça sera la sismologie, et puis finalement, on pourrait dire l'anniversaire du premier observatoire sismologique français sur la planète Mars. Et alors, ça n'est pas le tout premier sismomètre sur un objet différent de la Terre, puisqu'il y a aujourd'hui déjà des sismomètres qui ont été placés sur la Lune à l'occasion des missions Apollo. Mais le challenge de placer un sismomètre sur une planète autre que la Lune, qui est quand même nettement plus proche et sur laquelle des hommes ont pu aller pour pouvoir installer l'instrument, eh bien, est un challenge qui est considérable, et il a fallu pas moins de 30 ans pour aboutir. L'effort qui a été mené notamment au sein de l'IPGP, et je tiens à rendre hommage quand même à toute l'équipe de l'IPGP qui a été initialement formée autour de Philippe Lodionnet. Ça fait près de 30 ans que Philippe travaille sur cette affaire avec des collaborateurs qui sont venus progressivement s'ajouter, d'autres qui sont maintenant partis. Donc c'est un travail collectif considérable qui a abouti donc à ce qu'on constate aujourd'hui, la présence d'un sismomètre qui fonctionne à la surface de Mars. Alors simplement quelques dates pour mémoire. Le sismomètre est parti donc sur la mission InSight qui a été lancée le 5 mai 2018, après plusieurs mois de voyage interplanétaire, et est arrivé sur Mars le 26 novembre 2018, donc ça fera 1 an le 26 novembre 2019. Quelques chiffres quand même pour expliquer l'ampleur du travail. La mission InSight, c'est grosso modo près de 2500 personnes qui ont travaillé sur ce projet, l'ensemble du projet. Et puis pour ce qui concerne l'instrument SEIS, on peut comptabiliser en gros 300 personnes qui se sont consacrées à la mise au point de cet instrument, qui est donc, je tiens à le souligner, un instrument français, mais avec des collaborations, d'une part au sein de la France, d'autre part au sein de l'Europe et bien entendu avec les États-Unis. Chose remarquable et importante à souligner, c'est la première fois qu'une mission américaine accepte d'emporter un instrument qui n'est pas américain comme instrument principal sur une mission interplanétaire. Donc quelques noms quand même. Donc c'est un instrument qui a été essentiellement développé, conçu à l'IPGP, évidemment avec le soutien du CNES, et puis pour ce qui est du partenariat industriel, la société Sauderne, et aussi l'ISAE à Toulouse. Alors, il y a des composantes européennes, je tiens quand même à le souligner, des collaborations avec le TH de Zurich, avec le Max Planck Institute, avec l'Imperial College London,
Et puis, bien entendu, côté américain, nos collègues extrêmement précieux, surtout quand on a eu quelques difficultés du côté du Jet Propulsion Laboratory. Donc là, je vais peut-être vous laisser l'occasion de voir le petit film, mais avant ça, présenter les personnes qui sont là pour répondre à vos questions. Alors, je vais essayer de ne pas me planter dans l'ordre. Il y a d'abord Émeric Spiga, qui est maître de conférence à Sorbonne Université, et lui, spécialiste de météorologie dynamique. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec la sismologie? Eh bien, on le saura un petit peu plus tard. Et puis, à côté, donc, il y a Clément Perrin, qui est, lui, chercheur postdoctoral à l'IPGP, co-responsable de transmission événements dans l'équipe CEIS, c'est ce qu'on m'a dit de dire, mais enfin bon, qui est donc un jeune chercheur chez nous et qui s'intéresse aux données directement. Après, à côté, Sébastien Nourocourt, qui lui, en gros, est le chef d'orchestre de tout l'aspect développement de l'instrument à proprement parler, donc qui était vraiment au cœur de toute l'action, et qui est ingénieur de recherche à l'IPGP, et donc responsable technique de l'équipe qui a développé le sismomètre. Et puis, nous avons pour finir le Taishi Kawamura, qui lui est maître de conférence à l'IPGP, qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, mais au très bon moment pour pouvoir exploiter les données. Il est co-investigateur, comme on le dit dans le jargon du spatial, de l'instrument CEIS. Voilà, alors on va commencer par un petit film pour déjà nous remémorer finalement l'objectif, pourquoi est-ce qu'on envoie un sismomètre sur Mars, et je vous laisse regarder ça et on reprendra avec vos questions. Très bien, donc maintenant, je vais vous laisser prendre la parole. Si vous avez des questions sur cette première partie qui concerne un peu les objectifs scientifiques de la mission. Donc, notre panel là est prêt à répondre. Non? Si, une question au fond, voilà. Bon, je crois qu'on a entendu. Vous voulez savoir plus sur les résultats? Voilà. Alors, qui veut répondre? Ça y est, le micro marche. Je vous entends chuchoter. On me renvoie déjà une première sous-question, c'est est-ce que le sismomètre marche bien? Donc, et en plus, ça va t'intéresser. Le sismomètre marche très bien. Il marche exactement comme prévu. Il a les performances prévues et on n'a aucun souci sur le sismomètre. Et donc, on observe ce qu'on veut observer. Voilà. Ensuite, je laisse Taishi et Clément peut-être développer un peu plus. Oui, en fait, je pense que c'est première de série. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations où nous montrons qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce que c'était les trucs intéressants qu'on a vus avec sismomètre. Donc, je vous laisse attendre un petit peu. Alors, en disant que la première question est peut-être un peu anticipée, c'est ça? En fait, il marche tellement bien qu'on sent très bien ce qui se passe dans l'atmosphère aussi, aux grandes dames des sismologues. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais à la grande satisfaction des gens comme toi, non, si je comprends bien. Oui, moi je suis très satisfait. Parce qu'en fait, au début, on se demandait le rapport entre l'atmosphère et le fait de sonder l'intérieur de Mars. Ce qui se passe, c'est que comme le sismomètre est tellement sensible qu'il est capable de sentir une déformation de la surface faite par n'importe quoi. Et en particulier, l'atmosphère va très légèrement déformer la surface. Et ça, le sismomètre est capable de le sentir. Alors on peut faire de la science, y compris du sondage avec, et ça on en parlera un peu plus tard. Mais alors si je peux me permettre, au fond, pour situer un peu les objectifs, qu'est-ce qu'on savait avant de poser le sismomètre sur Mars et qu'on voudrait confirmer ou compléter? Pour moi, ça.
Alors, avant cette mission, donc l'objectif principal, la grande question, c'est de quoi est fait l'intérieur de Mars, quelles sont les structures qui composent la planète Mars. Avant ça, on a évidemment des théories, mais on n'avait aucune information sur l'intérieur de la planète. On sait que, comme le disait Philippe Labro, qu'il y a des similitudes entre la planète Terre et la planète Mars, donc on a une idée de est-ce qu'il y a un noyau, est-ce qu'il y a un manteau, une croûte, ce genre de choses. C'est une planète tellurique, donc il y a des points communs, mais on n'avait aucune information, parce que les missions précédentes avaient exclusivement gratter la surface avec les rovers ou ce genre de choses. Donc on avait des informations exclusivement de surface, ou aussi avec les missions orbitales en imagerie. On a énormément d'images, donc on connaît beaucoup de choses sur la surface de Mars, mais finalement peu de choses sur l'intérieur. Donc là, on touche vraiment du doigt. Cette mission, elle va vraiment apporter des nouvelles réponses à ces grandes questions scientifiques. On espère qu'on va y répondre, mais voilà, c'est donc. On espère aussi. Mais alors, là, à ton avis, quel est le premier... Alors, je ne veux pas anticiper sur les publications, etc., mais quelle serait la première grande question qu'on peut espérer avoir en ligne de mire, pour laquelle on pourrait avoir une réponse assez vite, compte tenu du temps passé déjà sur Mars? Bon, la question la plus rapide, c'est est-ce que Mars est actif ? Déjà, est-ce qu'il y a des séismes qui se passent sur Mars? Parce que c'était quand même un objectif de la mission, mesurer des séismes, et parce que c'est eux qui vont nous permettre donc de sonder l'intérieur de la planète. Et donc déjà, on a eu des premiers éléments de réponse. On a énormément d'événements finalement. Enfin, énormément, c'est un grand mot, mais on a plusieurs centaines d'événements qui ont été enregistrés, et dont deux principaux qui sont de magnitude modérée, mais de parler de magnitude, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas les mêmes lois qui sont sur Mars, mais on a des beaux événements qu'on a mesurés et qui nous permettent déjà de sonder les premiers kilomètres de la croûte martienne. Donc on a des premiers résultats qui sont en cours de publication là-dessus. D'accord. Alors je me tourne. Je vois une question de M. Guillaume Lehir. Comment vous avez choisi le site d'atterrissage? Parce que du coup, il y a peut-être un effet de site qui est important. Moi, je commence à faire un truc rapide sur ça. Alors, il y a plusieurs contraintes. La première, c'est matériel en termes parce que c'est alimenté par les panneaux solaires. Donc, c'est très important déjà qu'on soit proche de l'équateur pour recevoir un maximum d'énergie des panneaux et par rapport aux zones sur les pôles. Ensuite, il y a par rapport à l'altitude. Si on choisit un site trop en altitude, comme plus proche de l'Olympus Mons ou ce genre de choses, on a moins de temps pour freiner lors de l'atterrissage. Donc c'est plus à risque, on va dire. On risque de se cracher plus facilement, et puis sur des zones en pente. Donc il faut choisir un endroit assez plat, assez bas en altitude, et finalement assez monotone côté géologique. Il ne faut pas des énormes cratères non plus pour que le lander se pose vraiment sur une surface plane et se pose facilement. Et puis après, donc ouais, déjà ça donne énormément de contraintes sur le site d'atterrissage. Tu voulais rajouter quelque chose? Ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a un an, on ne faisait pas les malins, parce que c'est difficile de se poser sur Mars. Donc déjà, on ne peut pas se poser n'importe où, et même sur ce site-là, c'est compliqué. En fait, il y a deux choses qui sont faciles. C'est facile de se poser sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il suffit de mettre des rétrofusées. Enfin, il suffit, entre guillemets. Hein. Il suffit de mettre des rétrofusées, et puis on arrive à se poser sans aucun problème. C'est aussi facile de se poser sur Terre, parce que là, on a une atmosphère assez dense, donc il suffit de mettre un parachute, et on arrive à se poser sur Terre. Sur Mars, on est un peu entre les deux, donc il faut un mélange des deux. Il faut un parachute au début pour freiner, mais qui peut pas être être suffisamment grand parce que l'atmosphère est trop fine. Il faudrait un parachute infiniment grand. Et donc il faut une combinaison de parachute et de rétrofusée, et que tout ça s'enchaîne. Et pour ajouter à la difficulté, ça se fait à peu près en 6-7 minutes. Et le temps de communication avec Mars, c'est 8 minutes. Ça veut dire qu'il faut que tout soit automatisé. Quand on reçoit des nouvelles comme quoi Mars est rentré dans l'atmosphère, a priori, elle s'est déjà posée.
dans un état indéterminé, mais a priori, elle s'est déjà posée. Voilà. Donc il faut que tout soit automatique et qu'on mélange plusieurs techniques. Donc c'est vraiment compliqué de se poser sur Mars. Donc il y a un an, on était très contents, c'était une vraie joie de savoir qu'on s'était bien posé sur Mars, quoi. Alors, du coup, j'ai une question connexe. Du coup, vous avez un enregistrement sur un site, mais la sismos, souvent, l'intérêt, c'est d'avoir un réseau. Et c'est quoi la contrainte d'avoir un point par rapport à un réseau ? Alors pour ça, c'est une partie de la sismologie, le fait d'avoir juste une station. Juste un petit aparté, c'est une excellente question dont il faudra faire part au CNES et à la NASA le plus tard, parce qu'une fois qu'on aura plein d'infos avec InSight, il faudra demander à ce qu'ils envoient plein de petits sismomètres partout. Ça coûtera moins cher parce qu'ils l'ont déjà fait, et on pourra vraiment faire plus. Envoyer un sismomètre sur Mars, ça a commencé, c'est une longue histoire. Et il y a longtemps, avant qu'on ait le projet InSight, on a fait beaucoup de propositions. Les premières propositions qu'on faisait, je crois que la première, on avait proposé 24 stations, mais ça très vite, ça a été mis à la poubelle. Les propositions sérieuses, elles proposaient 4 stations, les premières. Et puis ça n'a jamais été vraiment financé. C'est trop ambitieux comme projet. Et donc finalement, la stratégie gagnante, au bout de plusieurs dizaines d'années pour réussir à poser un sismomètre, c'était de dire on va en mettre qu'un, mais il va être très bon en termes de performance. Et donc on est parti là-dessus, et la contrainte du fait qu'on n'ait qu'une seule station pour pouvoir faire tout ce qu'on veut en termes de sismologie, c'était des contraintes en termes de performance sur l'instrument. Et alors sur l'instrument lui-même, mais aussi sur son installation, qui doit être très bonne justement à cause de l'atmosphère. Donc il faut qu'on emmène avec nous notre petite cave sismique pour avoir une bonne installation. Voilà. Il y a une autre question là-bas. Non, parce que c'est filmé, donc c'est mieux de... Pour revenir sur l'aspect technique, comment s'est passé le déploiement du Sismo, et notamment quelle est l'efficacité de la cloche qui avait été pas mal discutée? Alors là, si je peux me permettre d'intervenir, il y aura plus d'informations sur les aspects techniques après. On pourra revenir sur cette question, il y aura du temps. J'aurai la réponse. Alors, en fait, j'avais 2 questions, mais il y en a une qui enchaîne un petit peu sur la problématique de un appareil. Quelle est la durée de vie de l'installation? Est-ce que c'est là pour quelques années? Et si c'est le cas, est-ce qu'il est envisageable qu'une prochaine mission envoie juste je sais pas comment on appelle ça, enfin des sondeurs, des choses qui créent des ondes sismiques à un autre endroit de la planète qui pourraient aider à... Alors, la première question, la durée de vie nominale de la mission, qui est ce qu'on a vendu dans le projet initial à la NASA, qui est la durée pour laquelle le matériel a été conçu et pour lequel on a prouvé qu'il tiendrait, c'est 2 années terrestres, ce qui correspond à 1 année martienne pour avoir le cycle de saison complet. La réalité, c'est que le matériel il va durer beaucoup plus longtemps et qu'on commence à réfléchir à proposer les prolongations de mission à la NASA. Donc on va travailler à proposer ça et être financé pour pouvoir jouer... Voilà. En général, quand il y a du matériel posé sur une autre planète, c'est toujours prolongé quasiment jusqu'à ce que le matériel meure. Donc on peut souhaiter une dizaine d'années. Au niveau énergétique, l'alimentation solaire suffit? Oui, il y a le panneau solaire et batterie. Après, les panneaux solaires, ils s'usent un petit peu avec le temps, donc ça va se dégrader. Ils se couvrent de poussière, mais de temps en temps, c'est nettoyé par les DOS des villes. Donc on voit la quantité d'énergie qui monte et qui descend, mais on a de la marge. On n'a jamais été à court depuis le début de la mission. Et on espère bien que ça va durer longtemps. Donc, on me demande qu'est-ce que c'est qu'un Dust Devil. C'est des petits tourbillons atmosphériques qui se baladent à la surface de Mars. C'est comme une mini tornade qui viennent, quand sur son passage, ça permet d'aspirer la poussière qui vient se déposer naturellement au cours du temps. Donc il y a une femme de ménage qui passe régulièrement pour nettoyer les panneaux solaires. Alors, je voudrais juste ajouter un commentaire avec mon expérience du spatial, c'est que... Ou un homme de ménage, oui, bonne remarque. Une des choses formidables avec le spatial, c'est qu'il y a tellement d'efforts qui est fait pour aboutir à des performances qui sont garanties, archi-garanties, avec des marges énormes, qu'en règle générale, ce qu'on observe, c'est soit on a eu un problème très tôt, soit tout fonctionne, et alors là, ça fonctionne quelquefois
5 fois plus longtemps, 6 fois plus longtemps, 7 fois plus longtemps que prévu. Et donc là, ce sont de bonnes surprises. Et ça aboutit d'ailleurs parfois à la situation crève-cœur, où ce sont finalement les agences qui finissent par décider d'éteindre les dispositifs parce qu'on ne peut pas maintenir en permanence des équipes au sol sur une mission, il faut bien faire d'autres missions, etc. Donc là, on peut espérer qu'après un an où tout fonctionne bien, l'instrument dure très longtemps, effectivement. Un bon exemple de ça, c'est un des petits rovers Spirit et Opportunity, là, qui à la base était prévu pour 3 mois. Et je crois que c'est Opportunity qui a duré 15 ans au final, et voilà. Qui a été arrêté en début d'année, en février, dû à la tempête de poussière qui a coupé le contact et l'alimentation du rover. Donc, ouais. Pourquoi pas InSight sur 15 ans. Il y avait une deuxième question, est-ce qu'on va faire des sismes artificiels ? Il y a quelques années, il y a un scientifique américain qui a fait une proposition à la NASA, qui était d'aller mettre une boule de tungstène de je ne sais plus combien de kilos et de la projeter sur Mars pour faire un sisme artificiel. Ça n'a pas été retenu. Donc il y a eu des propositions, ça n'a pas été fait. Alors, peut-être quand même, je me permets d'intervenir, mais vous reprenez la parole quand vous voulez. Pour répondre à cette question, un des objectifs, c'est d'utiliser les choses qui tombent naturellement sur Mars. Mars ayant peu d'atmosphère, les objets, les météorites, les objets de grande taille qui d'habitude brûlent dans l'atmosphère terrestre quand elles arrivent sur la Terre, arrivent de manière beaucoup plus violente, sur la Lune aussi d'ailleurs. Et c'est l'un des résultats. La sismologie lunaire a beaucoup exploité ça. Et je crois comprendre que l'un des objectifs, c'est d'exploiter cette source, avec le challenge qui est d'essayer de repérer quand est-ce que ces objets tombent, parce que ça donne le lieu et l'instant de l'impact, ce qui est extrêmement précieux. Et pour répondre à ta question, c'est une façon, quand on connaît la source et le temps exact de l'impact, à ce moment-là, même une station peut fournir des informations précieuses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cet aspect-là, ou si vous voulez qu'on poursuive avec un peu plus d'informations sur la mission. On a le temps, là. Moi, j'ai une question un peu marginale. Je ne suis pas géophysicien, je suis géotechnicien. Est-ce que le petit appareil qu'on voit là à côté, il a été lui aussi mis en place ? Et est-ce que, question corollaire, il a été utilisé ? Parce que je crois savoir que c'était un petit pénétromètre qui mettait en place une sonde thermique dans le terrain. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, donc je voulais savoir si ça avait marché ou non. Et deuxième point, est-ce que ça avait été utilisé comme source sismique, justement, pour étudier les caractéristiques, non pas des grands fonds à 3000 km, je ne sais pas combien, mais des premières couches de terrain ? Alors oui, ça a été utilisé. À chaque séquence où on a des petits coups de marteau, on utilise les données. Alors c'est très proche du sismomètre, c'est à 1 mètre et tout, donc effectivement on mesure, pour un géotechnicien ça doit vous parler, mais oui, on arrive à avoir des informations sur le sol très proche. Donc c'est utilisé. Est-ce que l'instrument marche bien ? Non, il marche très mal. Ils ont des gros soucis. L'objectif était de pénétrer à 5 mètres de profondeur pour avoir une mesure de température, avoir un profil de température sur 5 mètres. Ils sont à 0 cm. Ils sont rentrés de 30 cm et ils sont ressortis. Et ils sont re-rentrés, partiellement. Mais voilà. Donc, ils n'ont pas réussi à le déplacer pour essayer de repénétrer un peu plus loin, ou ils ont la possibilité de le faire ou non ? C'est quelque chose qui n'est pas possible. Ce qu'ils ont fait, ils ont déplacé la boîte onde, il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont fait. Les efforts continuent pour réussir à pénétrer. Donc ils finiront peut-être par y arriver, on verra. Les efforts continuent, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Alors ça, c'est un bon exemple des aléas du spatial, notamment quand il s'agit de développer une expérience qui n'a jamais été tentée avant. Et effectivement, ils ont eu du mal à rentrer à l'intérieur du sol. Ils ne savent pas exactement pourquoi. Et c'est l'une des difficultés. Mais enfin, cela dit, ce genre de manip permet quand même d'avoir des informations indirectes, pas celles qu'on attendait, mais les gens ont de la ressource pour exploiter quoi que l'on mette sur une planète. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Oui, mis à part les contraintes environnementales, thermiques ou celles du voyage, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre un sismographe terrien et un sismographe martien ? Il y en a un qui coûte beaucoup plus cher que l'autre. Ça, c'est une vraie différence. Je propose de répondre à la question après le prochain épisode qui aborde ces aspects-là. Exactement, voilà. Donc tous les challenges pour mettre un sismomètre sur Mars. Donc il y aura beaucoup d'éléments de réponse à votre question.
Bon, donc là, on en sait un petit peu plus sur les contraintes. Peut-être que c'est un bon moment pour répondre à la question de tout à l'heure sur comment a-t-on réussi finalement à isoler le sismomètre une fois posé, qu'il a survécu et pour lui garantir d'être dans des conditions parfaitement tranquilles pour ne mesurer plus que ce qu'il veut mesurer. Il mesure un peu plus que ce qu'il doit mesurer. Il vaut mieux ça que le contraire. Oui. Ouais. Non, aujourd'hui encore, très bien installé, on est satisfait de tout ce qu'on a conçu. Le principal signal, si on prend le signal sur une journée complète, sur une journée martienne, ce qu'on voit, c'est la variation thermique avec le cycle du Soleil sur une journée. Voilà. Après, si on regarde à des petites échelles de temps, on a réussi à supprimer tout ce qui est le bruit thermique lié aux turbulences atmosphériques. Ça, le capteur ne le voit pas. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça ? Il y a plusieurs étages. Le premier, le plus évident, c'est la cloche à fromage là, qu'on a posée par-dessus, qui est un paravent qui permet d'éviter déjà que l'action du vent directement sur le sismomètre ne le fasse trembler. Donc ça, c'est sa première fonction. Sa deuxième fonction, elle est thermique. Le fait qu'il n'y ait pas un courant d'air, pas de convection forcée, ça améliore énormément les choses du point de vue thermique. La deuxième épaisseur, c'est que sous la cloche à fromage, il y a une couverture de survie, là, comme chez Decathlon orange, là. Et en fait, il y en a 2 couches et ça fait un isolant qui est extrêmement bon. Une variation de température dans l'atmosphère à l'extérieur, on ne l'aperçoit sur la peau du sismomètre à l'intérieur qu'à peu près 5-6 heures plus tard. Voilà, ça donne une idée, donc c'est une excellente isolation. La phase suivante, c'est la sphère dans laquelle sont enfermés les capteurs sismiques. Elle aussi, elle a un rôle d'isolation thermique. Ça fait un retard d'à peu près 2 heures sur les variations thermiques, entre 2 et 4 heures. La troisième chose, c'est le capteur lui-même. Pour minimiser ces variations thermiques, on a rajouté quelque chose dessus qui n'existe pas sur les sismoterrestres, qui est un petit appareil qui vient déplacer le centre de gravité de l'appareil pour compenser l'effet de la température sur son ressort, qui est compensé de façon quasi passive. Donc voilà, on a enchaîné toutes ces choses-là pour permettre au sismomètre d'avoir sa pleine performance malgré les variations thermiques. Alors ça, c'est un des aspects des choses. Par rapport à un sismomètre terrestre, il y a un deuxième aspect, qui est la survie du matériel. Et donc il faut survivre à la fois aux températures minimum qu'on peut rencontrer, maximum, mais en plus on rajoute des marges dessus pour être certain. Et puis il faut résister au cyclage, qui peut faire apparaître des problèmes de fatigue. Voilà. Et donc là, c'est les choix des matériaux, c'est un nombre d'essais pas possible pendant tout le cycle de développement pour valider tous les assemblages, tous les choix de matériaux, les formes, les géométries qu'on donne aux pièces. Et c'est un long travail. Est-ce que la réponse est satisfaisante ? D'autres cas ? Moi, j'en ai une question, parce que tu dis que ça met 3 heures à atteindre, mais bon, si ça met 3 heures, mais qu'au fond, on récupère quand même la température, on n'est pas plus avancé. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, en termes d'atténuation, si on a une amplitude de température qui est, alors je ne sais plus sur Mars, mais entre les amplitudes maximum, c'est quoi pour quelqu'un qui serait là en train de mettre un thermomètre à l'extérieur, les amplitudes de température, c'est combien ? Émeric, la température atmosphérique, tu dis... Alors en fait, les amplitudes sont tellement fortes que la température moyenne de la journée n'a presque pas de sens. Et les variations, ça va être typiquement 80 degrés, quoi, entre le jour et la nuit. Voilà, pour vous donner une idée. Et alors, combien reste-t-il de ces 80 degrés d'amplitude ? Moi, sur mes données que je regarde de temps en temps, c'est plutôt 30 degrés journaliers que je vois sur le pendule. Sur le pendule. Voilà. Donc en fait, après... Mais là, on parle à l'échelle de cycles qui sont sur une journée. Voilà. Après, si on regarde sur des temps plus courts, l'atténuation est bien meilleure. Et donc, toutes les petites variations à l'échelle de la minute, je ne les vois pas. Voilà. Alors peut-être une chose que tu devrais préciser, c'est les bandes de fréquences qui sont d'intérêt, parce que le sismomètre va enregistrer. Alors pour les études qui vous intéressent, quelle est la bande de fréquences qui est concernée ? Alors il y a 2 capteurs sur le sismomètre. Il y a un capteur qu'on appelle VBB pour Very Broadband. Lui, il mesure depuis le continu jusqu'à quelques hertz. Enfin, on peut mesurer un peu au-delà, mais après il y a l'autre capteur qui s'appelle Short Period, qui mesure lui depuis le hertz jusqu'à quelques dizaines de hertz, jusqu'à 50 hertz. Voilà, pour les bandes de fréquences. Et donc l'essentiel, c'est d'éviter d'avoir du bruit thermique qui vienne s'ajouter à ces fréquences. Qui viennent se rajouter, voilà, là-dedans.
Et donc l'instrument marche bien. Alors est-ce qu'on a d'autres questions sur cet aspect-là de la mission, l'environnement, les contraintes, les défis technologiques qu'il a fallu résoudre? On reviendra un petit peu après sur le détail de l'instrument lui-même. Mais si vous avez d'autres questions là-dessus. Il y a peut-être un autre aspect, on a parlé beaucoup thermique dans le film aussi, mais il y a un autre aspect qui sont les vibrations et les chocs, qui ne sont pas du tout usuels pour un sismomètre terrestre. Et donc on est secoué, donc la fusée, c'est à peu près ce qu'on appelle 10 GRMS, les vibrations sur la fusée. Donc ça fait des pics d'accélération à plus de 30 G en entrée de l'instrument. Alors le sismomètre, il y a une partie mobile, une partie fixe. La partie mobile, elle fait bling-bling entre ses butées, donc c'est une bille dans une cage. Et on atteint des accélérations ponctuelles de plus de 100 G sur des petites pièces fragiles. Heureusement, elles sont petites, donc elles sont légères, mais enfin, ça fait des contraintes mécaniques très très fortes. Les chocs aussi sont très importants. C'est de l'ordre de la centaine de G aussi, les chocs. Donc les chocs, c'est l'ouverture du parachute, c'est l'ouverture des jambes, ils sont assez costauds. Petit mais costaud. Voilà, ouais. On va peut-être enchaîner. Alors, si vous voulez, on s'en saura un peu plus sur l'instrument lui-même, dans la continuité de ces aspects-là. Et puis, on pourra revenir sur d'autres questions techniques avant d'aborder d'autres aspects. Donc là, on va peut-être passer au petit film suivant. Bien. Donc je vous redonne la parole pour des questions sur l'instrument. On reviendra sur les résultats. C'est l'épisode suivant, donc là que tout le monde attend. Donc une nouvelle question ici. Je ne sais pas où elle est. Ah pardon. Oui, sinon, quand nous sommes sur Terre, on parle de séisme et on parle de glissement sur un plan de faille, on parle de mécanisme au foyer. Or, sur Mars, de quoi on parle? Pour revenir, on en avait un petit peu parlé peut-être dans la vidéo d'ailleurs, mais donc sur Mars, on parle de tremblement de Mars, on peut dire ça, mais donc il y a plusieurs sources attendues pour ces tremblements de Mars. La première, on a parlé un petit peu, c'est les signaux sismiques liés aux impacts de météorites. Et donc, on voit qu'à la surface de la planète, elle est criblée de cratères, donc on sait qu'il y a des impacts. On est même capable de voir sur des nouvelles images qui sont acquises depuis plus de 10 ans maintenant autour de Mars, on est capable de détecter des nouveaux impacts. Donc on sait qu'il y a des sources sismiques qui peuvent être générées par ces impacts de météorites. La deuxième source sismique, c'est aussi lié à l'atmosphère. Donc Émeric pourra aussi en parler un petit peu. Donc ces tourbillons de poussière qui passent pas loin du site d'atterrissage créent des signaux qu'on peut enregistrer. Et après, ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est les signaux liés à la tectonique. Après, on a beaucoup d'a priori sur la tectonique martienne. On sait qu'elle était active il y a plus de 3 milliards d'années, 3 milliards 7 à peu près, où c'était l'activité la plus importante. Malgré tout, on arrive à voir des failles en surface qui sont des témoins de cette activité ancienne. Mais il y a certaines études qui ont montré qu'il pouvait y avoir de l'activité le long de ces fossés. On a des énormes grabens qui sont liés justement à la mise en place de ces édifices volcaniques. Donc ces grabens sont vraiment des fossés assez profonds où on a même en surface des instabilités gravitaires. Donc il y a eu des images de glissements de terrain, de chutes de blocs, ce genre de choses qui peuvent aussi générer des signaux sismiques. Les tremblements de Mars, s'ils existent, ça veut dire qu'on a une partie de la tectonique aussi la tectonique de Mars qui est encore active, donc ça c'est intéressant, parce que ça prouve qu'elle n'est pas si morte que ça. Reste à savoir maintenant, à partir de notre seule station,
on a beaucoup donc de contraintes niveau localisation et déduction de ce que vous appelez le mécanisme au foyer. Donc c'est comment la faille a bougé. Donc on est en train de travailler encore dessus. Et c'est vrai que ça a de grandes implications, parce qu'on a vu un petit schéma où on montrait la planète qui se rétractait comme ça, parce que c'est vrai que c'est un peu la supposition qu'on fait depuis avant le début de la mission. On se disait, bah voilà, si on enregistre des signaux venant de la planète, ce sera plutôt dû à la contraction thermique, parce que c'est une planète qui est en train de mourir, entre guillemets, son noyau est peu, voire pas actif, donc elle se contracte sur elle-même, elle se refroidit, ça crée en surface des cracks. On voit des petites failles inverses en surface qui pourraient générer des signaux sismiques, comme on le voit aussi sur la Lune. Taichi pourrait vous en parler. Et donc, en fonction de ces futurs résultats, qu'on n'a pas encore, là je peux même pas vous cacher quelque chose, est-ce que c'est une faille inverse, est-ce que c'est une faille normale en mécanisme au foyer, on va pouvoir dire, ben voilà, est-ce que la dynamique de la planète est toujours active ou pas, et quelle est sa nature? Très bien, merci. Oui, il y avait une autre question. Oui, encore une petite question de néophyte. Pour l'appareil lui-même, bon, j'ai compris que c'était un système de pendule très, très sophistiqué. Est-ce qu'il est autonome en lui ou est-ce qu'il a besoin du contact pour la prise de mesure? Est-ce que le contact entre l'appareil et le sol est important en termes de rigidité ou non? En gros, est-ce qu'il y a quelque chose qui est enfoncé dans le sol ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est posé? Est-ce que la nature du contact est importante ou non dans la mesure entre le sol martien et l'appareil lui-même? Oui, la nature du contact est importante. Donc on a 3 pieds qui sont en contact. Les pieds ont une forme de cône avec une petite collerette pour être sûr que ça ne s'enfonce pas trop, parce qu'on est dans des sols assez mous. Cette forme de cône, elle a été testée sur Terre avant, elle a été choisie. On a choisi l'angle du cône, on a fait des petits essais là-dessus. Et c'est important parce que c'est ce qui assure la bonne rigidité de la plateforme sur le sol. Donc voilà, c'est très important. Et le fait qu'on soit sur du sable plutôt que sur un espèce de substratum rocheux ne change rien dans la mesure elle-même, en fait? Si. On aurait aimé être sur un support rocheux. Les ingénieurs en charge de l'atterrissage nous ont dit vous rêvez pas 2 secondes. Voilà. Donc la question là, sur les critères pour l'atterrissage, c'était vraiment un terrain mou, plat, pas de cailloux, enfin tout sauf ce qui excite un sismologue. L'intérêt, c'est que vous auriez su pourquoi le pénétromètre n'était pas rentré. Oui. Alors ça, c'est une bonne question. On peut donner quelques éléments de réponse, parce que on le voit sur les images. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir chaque jour les images de la mission sur le site de la NASA. Il y a les 2 caméras qui permettent donc de regarder où en sont le pénétromètre. Et donc il y a eu des études là-dessus où donc on a vu que effectivement le pénétrateur avait du mal à rentrer. Et les premiers éléments d'analyse, c'était qu'en fait le milieu environnant avait une faible cohésion par rapport au fourreau qui entourait le pénétrateur. Et donc on a une espèce de... C'est comme s'il était dans la farine et qui cherchait à avoir une friction assez forte pour pouvoir s'enfoncer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le chapeau, enlevé le guide du pénétrateur, et les ingénieurs ont réussi à amener le bras au contact du pénétrateur pour lui donner une friction. Et à partir de là, le pénétrateur s'est enfoncé de 50 cm à peu près. Donc là, c'était quand même une grande victoire. Ils étaient très contents parce que ils avaient lancé une séquence de coups de marteau de, je ne sais plus, 100 ou 200, et ça s'était enfoncé. Donc ils étaient très contents. Ils se sont dit, on va en lancer une autre grande séquence. Et c'est à la grande surprise, quelques jours après, qu'on a vu qu'en fait, il était ressorti. Et ce qui est sûrement dû en fait sous le choc du pénétrateur, il y a en fait une partie de l'encaissant qui vient se mettre sous le pénétrateur et qui en fait le fait remonter petit à petit. Donc ça c'est un autre problème, et ils sont en train de plancher dessus. Ils ont ramené le bras, ils ont recommencé à pénétrer, et on espère que ça va bien se passer. Mais oui, là il a des mauvais jours. Oui. Il a eu des mauvais jours. Donc voilà un exemple finalement où le pénétrateur avait pour objectif de mesurer le gradient thermique, de faire des mesures thermiques, mais où finalement on apprend des tas de choses sur la nature du sol. Donc on a tout de même des informations. Moi, je voudrais quand même poser une question sur l'instrument. Pardon, tu voulais compléter? Un petit complément sur cette histoire de pénétrateur. En fait, il va jusqu'à 5 mètres, parce qu'il faut aller suffisamment profond
pour éviter de... Parce qu'en fait, le sol, tout près de la surface, il varie principalement suivant les variations saisonnières et multi-annuelles. Donc il faut aller suffisamment profond pour éviter cette onde saisonnière et vraiment voir le flux de chaleur dans les profondeurs de Mars. Donc là, tel qu'il est, il ne peut pas répondre à ses objectifs scientifiques. Il faudrait qu'il aille vraiment beaucoup, beaucoup plus profond. Alors n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, mais moi il y en a tout de même une qui me vient souvent à l'esprit, j'ai jamais eu l'occasion de la poser. C'est quand on dit que le sismomètre est capable de détecter un mouvement de l'ordre du diamètre d'un atome de, je ne sais plus ce que disait Philippe, d'hydrogène, donc le plus petit de tous. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à détecter ces mouvements-là alors qu'il y a tout de même de l'agitation thermique? On n'est pas à des températures qui sont proches du zéro. Donc l'agitation des atomes, elle est comparable au signal qu'on détecte. Alors finalement, comment est-ce qu'on arrive à faire ressortir le signal d'intérêt? Oui, alors effectivement, on mesure des déplacements plus petits qu'un atome d'hydrogène, mais il faut faire attention au sens que ça, c'est un déplacement moyen sur une grosse surface, sur l'ensemble. Donc c'est pas on n'est pas au niveau de chaque atome. Il y a quelque chose qui s'appelle le bruit brownien. Donc on a une masse qui est embarquée sur ce pendule, qui est soumise effectivement à l'agitation thermique. Et pour avoir une agitation thermique suffisamment faible, il faut avoir ce qu'on appelle une fréquence de résonance du capteur suffisamment basse, un coefficient de qualité de l'oscillateur mécanique suffisamment grand pour avoir un bruit brownien suffisamment faible et être sous le niveau de détection qu'on veut. Et donc ça fait partie des choix fondamentaux qu'on a fait avec ce pendule inversé qui a une forme bizarre. C'est ce qui permet de minimiser ce bruit brownien pour une masse donnée. L'autre solution, c'est d'embarquer de la masse. Si on met 1 tonne pour faire fabriquer le capteur, c'est facile de faire un bon sismomètre. Avec 100 grammes, c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, les premiers sismomètres, finalement, étaient très lourds sur Terre. Très lourds, ouais. C'était précisément pour tirer parti de cette propriété. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les aspects techniques, oui ? Du coup, est-ce que vous avez été amené à des innovations technologiques qui auront des retombées sur Terre pour fabriquer des petits sismomètres moins chers tout en étant performants? Est-ce qu'il y a des retombées sur Terre, des innovations technologiques qui ont été utilisées pour Mars? Pour faire des choses pas chères, on n'est pas très fort. C'est ça. Non, alors oui et non. La réponse immédiate, c'est non. Pour la sismologie terrestre, il n'y a pas d'application immédiate. En sismologie terrestre, il y a ce qu'on appelle le bruit de fond sismique terrestre, qui est permanent, qui est lié à l'activité des océans et de l'air, qui fait qu'une fois qu'on fabrique un sismomètre qui est un petit peu meilleur que ce bruit de fond, il n'y a pas d'intérêt à faire mieux. Donc tout ce qu'on a pu se creuser la tête pour faire bien sur Mars n'est pas spécialement utile sur la sismologie terrestre. Voilà. Les instruments terrestres, aujourd'hui, ils ont évolué depuis les années 80, c'est assez stable en termes de ce qui se fabrique. Les dernières évolutions qu'on voit, c'est pour aller chercher des choses plus faciles à installer sur le terrain, plus robustes, plus fiables, moins chères, plus faciles à acheter, mais pas vraiment sur la performance, ni sur vraiment ce qui est fait. Alors ça, c'est la première élément de réponse, il n'y a pas d'application immédiate. Maintenant, dans les petites astuces qu'on a pu développer, il y a une chose qui est un peu originale, mais qui est finalement pas utile sur Terre parce que c'est fait pour les variations thermiques. Par contre, il y a des retombées qui sont peut-être pas immédiates et pas concrètes, mais sur ce projet, il y a un paquet d'ingénieurs qui a bossé, beaucoup de jeunes ingénieurs. Et donc, c'est des gens je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont formés en travaillant sur le projet. Et donc ça, c'est quand même, je pense, un effet important. Alors la société Sodern, alors il y a Gilles que je vois là-haut, qui est un ancien du projet. Elle fabrique des produits de série, la Sodern, pour le spatial. Ils fabriquent, ce qu'ils disaient à l'époque au début du projet, je ne sais pas s'ils le disent toujours, c'est qu'ils avaient besoin dans leur business plan de temps en temps de fabriquer un mouton à 5 pattes parce que leurs produits de série, ils ont des durées de vie et des cycles de vie assez longs. Et pour maintenir des compétences techniques, pour développer les compétences techniques de leur bureau d'études et de leurs ingénieurs, de temps en temps, un petit mouton à 5 pattes assez original, qui est un projet plutôt risqué. Celui-ci a 3, le mien, oui. Et ben c'est bon pour eux, voilà.
Et les effets, c'est pas tellement pour le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé sur ce projet-là, c'est plus pour tous les effets de bord que ça peut avoir pour la société que c'est intéressant. Donc voilà, donc il y a des applications, enfin voilà, les retombées elles ne sont pas directes, et c'est beaucoup à travers la formation des gens qui travaillent. Une question du monsieur là-bas. C'est moi. Oui, question à vous. Enfin, c'est un peu dans la continuité de la question précédente. Maintenant que ce sismomètre un peu Guinness Book of World Records a prouvé ses capacités, qu'est-ce qu'on gagnerait, par exemple, si les sismomètres qui étaient sur la Lune avaient les propriétés de ce sismomètre-là? Est-ce qu'on aurait plus d'informations? Et est-ce que dans le futur proche ou moyen terme, on a l'intention de les Américains, les Chinois parlent d'aller sur la Lune, d'en poser sur la Lune ou sur d'autres objets, d'autres planètes telluriques? On va se partager la réponse. La première, ce sismomètre-là, il est à peu près en termes de niveau de bruit au niveau des performances des sismomètres Apollo qui étaient très bons, mais l'inconvénient des sismomètres Apollo, c'est qu'ils avaient seulement des numériseurs 11 bits. Avec la technologie électronique de l'époque, c'était déjà excellent. Et aujourd'hui, on ferait déjà mieux. Si ce sismomètre-là était sur la Lune, on ferait un peu mieux. Voilà. Et après, effectivement, il y a une trentaine de missions connues aujourd'hui déclarées par différentes agences dans le monde vers la Lune. Sur une trentaine de missions, certaines embarqueront des sismomètres. La question pour nous, c'est de savoir lequel. Si c'est le nôtre, si c'est pas le nôtre, ou si c'est celui qu'on conçoit pour un peu plus tard. Voilà. Après, Taichi, tu veux peut-être répondre plus précisément? Oui, ça va être absolument notre entrée à mettre un nouveau sismomètre. Comme on a montré avec Insight, ça marche très bien. Par contre, il y a aussi des challenges encore qui est un peu différent que la Lune et le Mars. Par exemple, le changement thermique, ça va être aussi plutôt plus agressif, je pense. Et il y a aussi le problème de nuit qui va durer 14 jours. Donc, bien sûr, on est arrivé à montrer que notre sismomètre marche très bien. Et c'est sûr, on souhaite mettre ça sur la Lune. Par contre, il y a aussi un autre challenge. Et pour le côté mission, maintenant, il y a des missions américaines qui a commencé la discussion pour mettre une station géophysique sur la Lune. Et on est déjà dans la discussion pour voir si c'est faisable de mettre notre sismomètre sur la Lune. Après, il y a aussi une possibilité avec la Chine, le Japon, mais je pense que je vais dire on est en train d'explorer toutes les possibilités sur la table. Ouais. J'espère que ça répond à la question. Une autre question, vas-y. J'ai une question toute bête. J'étais étonnée de savoir qu'un OBS sur les fonds à côté des Mayotte ne communique pas bien ou en temps réel avec la Terre et donc les scientifiques. Et par contre, vous êtes en communication instantanée avec ces sismomètres-là. Comment ça se fait? Instantané. Oui, quelques minutes. Mais oui, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la communication à la limite sur Terre? Le problème de l'OBS, c'est qu'il est sous l'eau et que l'eau ne laisse pas passer les ondes électromagnétiques. Donc il faut soit le brancher sur un câble sous-marin. Donc je sais qu'il y a des, moi je travaille pas là-dedans, mais j'ai croisé des gens qui s'intéressaient à essayer de voir comment se brancher sur les câbles sous-marins qui sont par-ci ou par-là. Voilà. Après il y a d'autres, après il faut trouver d'autres technologies. Alors je sais qu'ici il y a une équipe qui travaille sur des sismo-optiques avec mettre un sismomètre au fond de l'eau, tirer une fibre optique jusqu'à la surface et à la surface on peut communiquer. Voilà. Mais c'est un long travail de développement. Enfin, le milieu marin a aussi ses difficultés, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles du spatial, mais c'est pas facile. Alors nous, on est loin, mais on peut transmettre les ondes électromagnétiques. Après, les communications, c'est quand même pas quelque chose de facile pour nous. C'est pas tout à fait immédiat. Et notamment, on génère beaucoup plus de données que ce qu'on peut passer avec la bande passante que l'on a. Et donc il y a toute une logique opératoire qui a été pensée dès le début du projet, qui est assez compliquée. Donc le sismomètre, on génère des données en continu qui sont enregistrées dans sa boîte électronique et on accumule les données. Toutes les 2 heures à peu près, l'atterrisseur qui est posé sur la surface de Mars se réveille parce qu'il dort pour pas vider les batteries. Il se réveille et puis il vient prendre toutes les données et la mettre dans une mémoire qui est beaucoup plus grosse, qui est beaucoup plus importante, où il peut stocker à peu près 3 mois de données. Et ensuite, on renvoie sur Terre, quand il y a un orbiteur, alors il faut qu'il y ait un satellite orbiteur qui passe au-dessus d'InSight, à un moment où InSight peut communiquer, c'est-à-dire quand il y a du soleil.
Et donc, on a 2-3 passes par jour de satellites. Et ensuite, il faut qu'on nous accorde de la bande passante dessus. Alors, pendant toute la phase de déploiement, on avait la priorité de la NASA, donc on avait toute la bande passante, enfin, pas exactement tout ce qu'on voulait, mais on en avait beaucoup. Aujourd'hui, on en a un peu moins, parce qu'il faut le partager avec les autres missions martiennes. Ensuite, c'est transmis à Terre. Et donc, à Terre, on reçoit une partie des données générées, qu'on appelle les données continues. Et ensuite, à partir de ça, on les analyse et on va dire, tiens, sur ce créneau-là, il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse. Et on va envoyer une télécommande qui est une requête pour aller chercher les données sur le créneau qui nous intéresse. Et donc, on ne récupère pas toutes les données générées. Et il y a une partie des données qui sont perdues. Voilà. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et il y a toute une infrastructure, alors après je peux parler pendant 2 heures, mais il y a aussi toute une infrastructure terrestre qui a été construite essentiellement par la NASA pour être capable de communiquer. Il y a ce qu'on appelle le Deep Space Network, c'est un réseau d'antennes situé sur plusieurs continents, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Australie, Espagne, Suède, je sais plus où encore, où ils ont ce réseau d'antennes qui permet de communiquer avec toutes les missions qui sont assez loin, enfin qui ne sont pas en orbite terrestre, qui sont assez lointaines, et toutes les données convergent vers leur centre, le Deep Space Network, qui est abrité au JPL. Et donc il y a toute cette infrastructure de télécommunication qui est mise en place. Et ensuite ils reçoivent les données et nous les renvoient telles quelles au CNES à Toulouse, et c'est là où on décapsule la boîte pour regarder les données du sismomètre. Alors moi j'aimerais poursuivre un petit peu sur cette question-là. Donc la mémoire qui est à bord de l'atterrisseur, qui joue le rôle finalement de mémoire de stockage, elle est capable de stocker pendant combien de temps? Autrement dit, si subitement quelqu'un se rend compte qu'un signal est peut-être intéressant sur un événement passé, on peut remonter jusqu'à quel moment? C'est de l'ordre de 3 mois. À peu près. Après, le cycle de travail qu'on a sur Terre, alors pendant la phase de déploiement et de vérification de ce qu'on appelle la recette en vol ou le commissioning, la phase où on vérifie que l'instrument marche bien, on travaille sur un cycle quotidien. On avait plusieurs passes de satellites par jour et tous les jours, on avait analyse des données, prise de décision, envoi de télécommande, tout ce cycle-là. Aujourd'hui, on est sur un cycle qui est plutôt hebdomadaire. Et donc, de façon hebdomadaire, on reçoit les données, on les regarde, et il y a une fois par semaine une prise de décision, et on envoie une série de télécommandes pour récupérer. Donc, on travaille à l'échelle de la semaine, mais on a 3 mois de mémoire à bord. Ce qui fait que cette prise de décision hebdomadaire réduit ce temps de 3 mois, puisque le temps qu'on reçoit l'information, qu'on décide d'envoyer l'information, qu'elle soit envoyée, généralement, ça va s'échelonner sur la semaine, les télécommandes. Et donc, il est possible que s'il y a vraiment une donnée critique à 3 mois après, qu'on puisse envoyer une commande qui va renvoyer des données vides qui ont été effacées entre-temps. Donc, il faut prendre ça aussi en compte quand on fait les télécommandes, qu'on se dise, voilà, on a une sorte de temps ou tampon où on ne pourra pas finalement demander des données, quoi. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour me signaler que vous avez des questions. Mais moi, je voudrais revenir sur un aspect, parce que j'ai le souvenir que, comme c'est assez naturel, il y a eu un moment où Mars s'est retrouvé derrière le Soleil. Alors, comment on a géré ça? On a pris des vacances. Insight aussi? C'est vrai, il y a eu des vacances au JPL, c'est tout à fait exact. Alors, sur l'équipe sismomètre, ça ne nous a pas directement touché, mais l'équipe qui gère la mission au JPL, ça a été tout un bazar. On avance, ils doivent gérer, donc ils savent que pendant tout un temps, il n'y a plus de télécommunication possible. Donc ça fait aussi il y a eu un impact sur le volume d'événements qu'on pouvait requêter. Donc on a regardé tout ce qu'on pouvait avant. Il y a eu une préparation de JPL pour s'assurer que tout le hardware resterait safe. Donc on va s'assurer que toutes les décisions automatiques qui seraient prises à bord, que tout ça était dans un état de configuration qui permettait de passer en sécurité cette phase de 3 semaines pendant laquelle on ne pouvait pas communiquer, donc on n'a pas de nouvelles et on ne peut pas envoyer de décision. Donc tout est fait autonome à bord. Voilà. Et j'imagine que la situation va se reproduire sur 2 ans, non? J'ai pas réfléchi. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ça se reproduit. Donc on a des chances de retrouver la même situation après. Ça a duré combien de temps finalement, ça? 3 semaines. 3 semaines. Bon, peut-être qu'on peut passer à la suite sur les aspects plus géophysiques, si je me souviens bien. Ou n'hésitez pas. Non, pas de remords, on passe à la suite. Alors allons-y pour le dernier petit film. Ah non, on en a encore d'autres là.
Alors maintenant, on rentre peut-être un peu plus dans le cœur des objectifs scientifiques, des premières images, des premiers sons. Alors évidemment, ils ont été un petit peu arrangés pour qu'on les entende, mais c'était simplement un changement de fréquence. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là? On peut revenir sur des questions qui ont été posées au début, approfondir un peu avec les éléments qu'il y a maintenant. Oui? Alors en attendant que le micro arrive, on peut peut-être déjà réfléchissez un peu à quel point finalement on observe ce qu'on s'attendait à observer ou pas. On a quand même 1 an d'observation maintenant. Mais posez votre question. Je ne voudrais pas monopoliser le micro. Non, je me disais que comme il n'y a qu'un point de mesure, vous disiez que finalement, tout ce qui est imagerie, cartographie, tout ça, c'était très important. Et notamment, quand vous détectez des événements, vous avez besoin ensuite d'analyser des images pour voir si on ne peut pas voir des événements. Donc, du coup, comment se passe... j'imagine qu'il y a besoin d'une interaction permanente avec les orbiteurs qui prennent des images, donc ils ne sont pas de toutes les mêmes agences spatiales. Et du coup, est-ce que vous avez accès, je dirais, open bar à toutes ces données ? Ou est-ce que non? Et du coup, comment vous travaillez pour essayer de recouper les événements que vous voyez sur le sismomètre par rapport à... Voilà. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, donc effectivement, il y a plusieurs orbiteurs. Il y en a un en particulier qu'on aime beaucoup, qui est MRO, parce qu'il y a une acquisition depuis plus de 10 ans d'images vraiment très haute résolution. Donc on a une couverture globale qui est de 5 mètres sur Mars. Donc c'est même meilleur que sur Terre. C'est parce que sur Terre, on a aussi les océans. Donc on ne connaît pas le fond des océans avec cette résolution-là. Donc on a vraiment une bonne couverture, c'est aride, donc on voit très très bien. Et on a certaines images high-rise qui sont à 25 cm de résolution. Donc on a vraiment parfois un détail, on a vu quelques extraits qui est très chouette. Et donc effectivement, quand rien que sur l'atterrissage, en fait, on était en collaboration avec l'équipe high-rise parce qu'ils avaient pour, on va dire... on avait demandé à ce que le satellite pointe, se tourne vers l'atterrisseur. Ce qu'ils avaient fait déjà pour Curiosity. Ils avaient réussi à avoir en vol la sonde avec le parachute. Donc ça, c'était pour le spectacle, mais c'est quand même assez joli, quoi. Donc là, ça c'est pas bien. Enfin, on n'a pas eu cette image-là pour InSight, mais par contre, on a réussi à demander régulièrement à justifier un passage de l'orbiteur au-dessus du site d'atterrissage. Alors pourquoi au-dessus du site d'atterrissage? Parce que, comme on l'a dit, on voulait déjà voir si l'atterrisseur était en bonne santé, comment il était orienté, où est-ce qu'il était situé exactement, donc pour avoir une position géographique, on va dire, précise. Et ensuite, parce qu'on cherchait à savoir si on avait des sources sismiques ou météorologiques enregistrées par l'atterrisseur. Il y a de grandes chances qu'on enregistre déjà des signaux venant d'un périmètre assez proche. Je pense surtout aux signaux météo, où on a pu le voir qu'on avait des signaux liés justement à ces tourbillons de poussière qui avaient déjà été observés avant sur Mars et qui font des très beaux signaux à la fois en imagerie, ils laissent des traces sur le sol. Et donc ça, on les voit sur les images et on les voit aussi sur les capteurs sismiques et météo. Alors ensuite, pour les sources, on va dire, plus tectoniques, effectivement, il y a des objets un peu remarquables autour du site d'atterrissage, il y a un volcan, il y a des réseaux de failles. Et donc, on a déjà, depuis 10 ans, on a déjà une couverture sur ces objets. Et les orbiteurs continuent de prendre des images de façon journalière, et donc nous on a accès à ces images, mais vous aussi en fait c'est public, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger librement, et donc on a développé des algorithmes pour aller chercher ces nouvelles images, et à chaque fois on a en partenariat avec le CNES d'ailleurs, on a la possibilité de comparer automatiquement cette nouvelle image par rapport aux images précédentes pour voir si on a eu des changements à la surface du sol, comme un nouvel impact.
Et donc, lorsqu'on a ce genre de choses, on a la date des 2 images. Et on se dit, hop, on a eu un impact dans cette période de temps. Et donc là, on a un enregistrement continu. Et dans cette période de temps, on va voir si on a eu des événements et s'ils correspondent à cet impact. Et donc je finis, je vais essayer de faire bref. Effectivement, on a fait cette demande d'acquisition sur le site d'atterrissage, mais comme on a aussi enregistré des sources plus tectoniques, on a essayé de cibler des zones où on pourrait avoir, par exemple, un tremblement de Mars aurait pu générer en surface des éboulements ou ce genre de choses. Et donc on essaie en fonction de la localisation estimée, de dire ce serait intéressant d'avoir des images ici. Donc on fait des requêtes, mais ça passe devant un comité qui évalue si c'est prioritaire ou pas. Et il y a énormément de gens qui font des demandes. Donc là, on bénéficie un peu de la nouveauté, mais ouais, c'est pas systématique. Et puis c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin quand même. James, vas-y. Oui, une question un peu liée. Avant même le lancement de la mission, il y avait des modèles qui avaient été faits qui prédisaient à peu près la distribution de séismes et de leur intensité, etc., en fonction du temps. Et donc il y avait des modèles de distribution de séismes. Et on a lancé la mission dans cette optique-là. Et 1 an plus tard, qu'est-ce que vous voyez par rapport à la distribution qui était prévue ? Est-ce qu'il y a plus de petits, moins de gros, plus de gros, moins de petits, beaucoup moins de tout, un peu plus de tout ? Est-ce qu'on sait comment la réalité sur le terrain se compare à ces modèles-là ? Et est-ce que ça permet quelque part peut-être d'affiner ces modèles, ce qui est intéressant en soi, d'ailleurs ? La distribution spéciale ? La sismicité, donc à la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé donc actuellement, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, c'était pas si loin de ce qu'on a attendu. Donc je pense qu'avec les catalogues qu'on a maintenant, on est dans le bas d'erreur que qu'est-ce qui était prédit avant le lancement. Ouais. Plutôt au-dessus ou plutôt en dessous de ce qu'on attendait dans la barre d'erreur ? Je pense que je ne comprends pas français. Je ne peux pas dire, je pense. Ah bon ? Comme ça, je dis, je ne comprends pas français. C'était une façon polie d'éviter de répondre. Je peux faire un follow-up sur ma question. Tu peux faire un follow-up. Tu peux ne pas comprendre le français aussi. Mais c'est pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse au noyau, d'après toi, d'après vous, c'est quand the big one sur Mars? C'est quand Il ne comprend pas l'anglais non plus. Oui, c'est quand, ouais. Le gros séisme sur Mars, enfin, je ne parle pas de celui en Californie. Le big one martien, d'après vous, est-ce qu'on l'aura dans 1 an, 2 ans? Donc, si je me souviens qu'est-ce qui était prédit avant le lancement, ça doit être 1 fois dans 2 ans. Donc, peut-être 1 an d'attente, peut-être. Ouais. Dans 1 an, peut-être. Ouais. Alors peut-être pour revenir sur des questions où je pense que là on a le droit de répondre sans hésitation. Tu veux apporter un élément de réponse supplémentaire ? Juste une petite chose là-dessus. Là, dans le film, on a vu le bruit du vent. Donc il empêche en journée de voir les petits séismes qui ont été vus. Mais a priori, s'il y en a un gros et qu'il arrive en journée, normalement il sera au-dessus du bruit du vent. Donc pour l'instant, les séismes ont surtout été vus quand l'atmosphère se calme, donc plutôt le soir, la nuit. The Big One, normalement, on arrivera à le voir, même s'il arrive en journée, parce qu'on sera au-dessus du bruit atmosphérique. Voilà. Donc, moi, je voulais revenir sur des questions, un peu dans le sens de questions qui ont été posées plus tôt, mais on va dire, on voit des événements, on peut dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est on voit un événement, mais on ne sait pas associer à quelque chose à la surface, on ne sait pas l'associer à quoi que ce soit, donc on ne sait pas où est la source, quand est-ce qu'elle a émis, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec simplement ça, dans un premier temps. Ensuite, si on a la chance, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir repéré ce qui est probablement l'événement qui a provoqué ce qu'on a vu, là, on a une information supplémentaire, puisqu'on a le lieu de la source, mais on n'a pas le temps. Et comment se fait-on pour faire le tri dans tout ça ?
Donc, a priori, peut-être suivre comment ça marche quand une fois on a reçu les données. Parce que il y a plein de trucs dans les données. Et là, il y a des activités atmosphériques, il y a aussi l'activité du atterrisseur. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est nettoyer les données avec les informations qu'on a. Donc, on va commencer normalement avec les données atmosphériques, disant que de cette partie-là, c'est plutôt le bruit atmosphérique. Ou si on voit le gros vent qui vient, on peut rejeter ça aussi. Après, je vois aussi l'activité de l'atterrisseur, mouvement de bras. Il y a aussi, en fait, je me souviens très bien parce que la première fois que j'ai vu les données, j'ai vu quelque chose de très, très bizarre dans les données. Mais finalement, c'était quand l'atterrisseur communique avec le spacecraft à l'orbite. Donc, ça crée le bruit magnétique. Et c'est très, très visible dans le VVV. Donc, on nettoyait tout ça. Et qu'est-ce qui reste à la fin? On s'appelle ça événement. Mais là, on ne dit jamais c'est un événement sismique. Donc, c'est très bien, c'est possible, c'est un séisme comme activité de fuite qu'on voit, ou c'est possible, peut-être c'est un glissement de terrain qui est activé au mur du cratère. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer. Donc, on voit pas mal d'événements, mais pour la sauce, je pense que c'est... je vais dire qu'on ne sait pas exactement c'est quoi actuellement. Mais je pense qu'on est dans une bonne position parce que, par exemple, si on voit l'événement avec 2 temps d'arrivée, disons que c'est peut-être l'onde de P et l'onde de S, ça nous donne des informations de distance. Et si on a la chance, on peut aussi voir avec 3 axes de sismomètre la polarisation. Donc ça veut dire que ça nous donne des informations dans quelle direction de l'onde va venir. Et avec ça, on peut estimer grosso modo où ça vient. Si c'est aligné avec quelque chose intéressant, par exemple avec le volcan ou avec le feuille qu'on voit avec l'image, ça nous dit que sur le Mars qui est actif. Donc on peut déjà voir le truc comme ça. Une autre chose à voir, par exemple, quelque chose d'intéressant est son caractéristique spectrale. Ça veut dire quelle bande de fréquence on voit plus d'énergie. Par exemple, si on a quelque chose de très très monotone ou le bande de fréquence est très très épaisse, ça veut dire que ça peut être en résonance. Donc si c'est en résonance, c'est quoi la source? Par exemple, si on est sur la Terre, si on voit la résonance très très étroite, ça nous dit que c'est ces signaux qu'on voit près du volcan parce qu'il y a des chambres magnétiques qui font la résolution. Mais alors la question est si on voit ça sur Mars, ça veut dire qu'il y a un volcan sur Mars, mais c'est quelque chose qu'on peut explorer. Par contre, si on est sur le cratère avec le sable qui sur le cratère, ça crée aussi une résonance parce qu'il y a des sables, cratères, et il y a des ondes qui font l'aller-retour et ça crée aussi une résonance. Donc c'est aussi possible, si on voit cette résonance, c'est un effet de site. Donc il y a plein de choses à explorer là. Et maintenant on a, je vais dire, quelques familles de données ou quelques familles d'événements, entre guillemets, et on est en train d'explorer c'est quoi la source pour chaque famille. Et ça, c'est, je vais dire, travail très énorme. Et je vous donne un exemple. J'ai parlé avec quelqu'un qui a travaillé pour Apollo, qui a vu des données de la Lune. Et j'ai demandé combien de temps tu as attendu pour le premier séisme. Il a dit 3 jours. Mais ça a pris 6 mois pour être sûr que c'était un séisme. Donc, après 1 an, je pense qu'on est toujours dans cette situation où on est en train d'explorer pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a vu. Je pense que c'était clair pour vous. Oui.
Quelqu'un veut plus de précision? Oui. C'est encore des précisions de non spécialistes de géophysique. Je comprends que vous analysez des trains d'ondes avec des fréquences, que vous essayez de nettoyer tous ces signaux et d'en tirer le maximum. J'ai une question sur les vitesses de propagation de l'onde dans le sol. Est-ce qu'il y a des moyens quand même, parce qu'on n'a pas la distance entre un événement, etc., par les analyses de résonance ou autres, d'avoir quand même des idées sur les vitesses de propagation dans les terrains et d'en tirer des hypothèses sur la nature des sols par rapport à leurs caractéristiques mécaniques? Oui, c'est exactement ce qu'on a fait avec si on voit les deux arrivées de signaux, disons que c'est l'onde P et l'onde S, parce que l'onde P et l'onde S, il a des vitesses différentes, et ça nous permet d'estimer le vitesse d'onde. Et notamment avec le hammering de HP cube, on sait déjà la distance entre le sismomètre et le HP cube qui fait le pénétrateur, qui fait le clac, clac, clac. Avec ça, on a estimé les vitesses d'onde et ça nous donne quelque chose pour estimer, disons que c'est plutôt un sable que roche rigide, qui est très bien entendu avec l'imagerie qu'on a vue. Et malheureusement, on voit que le premier 30 cm qui est déjà visible avec l'image. Ça nous permet confirmer qu'est-ce qu'on a vu avec l'image. Disons que la caractéristique géophysique est aussi d'accord avec qu'est-ce qu'on a vu. Et on est en train de faire ça pour premier 10 mètres, je vais dire, avec le signal atmosphérique. Et ça nous permet aussi d'estimer la rigidité du surface. Et ça nous aussi permet, disons que le premier quelques mètres, c'est plutôt un sable. Après, on voit quelque chose de beaucoup plus rigide, qui est aussi raisonnable. On a évoqué tout à l'heure le fait d'avoir des sondes qui orbitent Mars, parce que là, il faut quand même être conscient de ce que InSight n'est pas seul sur Mars, contrairement au film. Et effectivement, il y a beaucoup d'orbiteurs, et il y en aura certainement encore d'autres pendant longtemps. Mais du coup, on peut aussi imaginer que d'observer Mars depuis la Terre en permanence et espérer voir des impacts. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est effectivement envisagé, mis en œuvre? Est-ce qu'on a vu des impacts? Est-ce qu'on a des chances de voir le flash d'un impact, par exemple, qui donnerait exactement à quel endroit, enfin exactement, précisément, avec la résolution qu'on peut avoir, l'impact et l'instant de l'impact? Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a autour du site d'atterrissage, on a une zone de couverture où on a toutes les images à 2000 km autour du site d'atterrissage, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un énorme paquet de données à stocker. Donc, on s'est cantonné aux 2000 km le plus proche, parce qu'on sait que on peut avoir des impacteurs de taille très différente, donc l'onde qui va se propager risque d'être aussi atténuée. Donc si c'est un gros impacteur, c'est mauvais signe pour l'atterrisseur. Et donc, par le passé, comme j'ai dit, donc on est capable effectivement de voir ces nouveaux impacts. Là, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Alors, attends, excuse-moi de t'interrompre. C'est à partir des sondes qui sont autour de Mars, voilà, ou à partir d'images terrestres? Parce qu'avec les télescopes depuis la Terre, est-ce qu'on peut avoir une vision grand angle, en quelque sorte, de l'ensemble de la surface et espérer voir un impact? Excusez-moi, je n'avais pas compris cet aspect-là. Alors, je vais dire que ça va être un peu difficile pour Mars, parce que déjà, notamment parce qu'il y a des atmosphères, l'énergie d'impact va être plus faible que la Lune. Donc, en fait, alors, je vais expliquer comme ça. Sur la Lune, on a déjà fait ça. On a déjà observé les impacts sur la Lune comme un flash avec le télescope sur Terre. Et on a proposé à utiliser ça pour sismologie. C'est déjà fait. Par contre, pour Mars, je pense que ça va être plus difficile parce qu'on est plus loin. Il y a des atmosphères qui vont cacher le flash. Et j'imagine que l'énergie d'impact va être plus faible par rapport à la Lune. Donc,
Ça va être intéressant si on peut faire ça, mais avec le flash, ça va être difficile. À mon avis, ça va être difficile. Par contre, comme Clément a très bien expliqué, on peut voir ça comme un cratère. Et maintenant, avec HiRISE, on a presque l'image globale. Et si on voit le changement du terrain, on peut savoir instantanément comment c'est expliqué. Alors pour poursuivre là-dessus, une fois de plus, levez la main si vous voulez vous poser des questions. Pour poursuivre là-dessus, depuis 1 an, combien a-t-on vu d'impact grâce à cette technique ? Autrement dit, combien de changements, de cratères qui témoignent de ce que des choses sont tombées a-t-on déjà catalogué ? On s'attendait à avoir une forte activité d'impact et finalement on n'a pas détecté tant que ça. Enfin, on n'a pas détecté. Et en fait, donc c'est assez surprenant finalement. Dans les avant la mission, on disait voilà, ce sera la source principale de séisme. Et finalement, on a une activité de séisme, enfin d'impact, et on n'a pas détecté en fait de nouveaux impacteurs. Alors je poursuis peut-être finalement alors sans forcément révéler des choses qu'on ne peut pas révéler. Est-ce qu'il y a eu des surprises, de vraies surprises ? Alors là, ça c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, mais est-ce que parmi toutes les choses qui ont été vues, on est tombé sur des surprises, des choses que personne n'attendait a priori. Vous n'êtes pas obligé de dire ce que c'est si ça existe. C'est compliqué de... La première surprise qu'a horrifié les sismologues, c'est la quantité de vortex qui passe sur le site d'Insight. Bon alors après, la configuration était particulière. Il y en avait particulièrement au début de la mission. Donc, ils pensaient que ça allait être comme ça tout le temps. Donc, ils ont un peu fait une tête toute bleue en nous demandant si c'était normal. Hein, parce qu'ils n'avaient pas... non verte, Mars, oui, bien sûr. C'est parce qu'ils n'avaient pas envoyé un sismomètre pour mesurer les tourbillons de l'atmosphère. Voilà. Et ça, en fait, ça a été une surprise. On ne s'attendait pas à une activité... aussi marqué, c'est le site le plus actif visité sur Mars pour les tourbillons. Mais au final, c'était une heureuse surprise parce qu'avec autant de tourbillons, ça veut dire qu'on a plein de signatures sismiques de ces tourbillons. Et donc, ça agit un peu comme une source sismique en continu. Donc évidemment une source sismique de petite taille, un petit peu comme si on était sur Mars et qu'on avait des gens qui marchaient à proximité en excitant sans cesse la surface. Et ça a permis de sonder sous quelques mètres sous la surface. Voilà. Donc ça, c'était une première surprise en relation avec l'atmosphère. Donc on s'attendait à ce qu'il y en ait, mais pas autant. Donc au début, ça a horrifié les sismologues et après, on a tous compris, tous ensemble en travaillant, comment on allait pouvoir en tirer parti. Alors, plus de tourbillons, moins d'impact. Il y avait d'autres surprises. En fait, j'ai pensé à deux surprises. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc, première chose, c'était moins intéressant peut-être pour vous parce que je parle de bruit. Sur Mars, on a vu le niveau de bruit jamais vu sur Terre. Parce que sur Terre, on ne peut jamais éviter le bruit océanique. Donc, il est toujours là. N'importe où on met le sismomètre, on voit toujours le petit pic qui s'appelle pic microsismique. Et ça nous embête toujours. Mais on voit, bien sûr, on ne voit pas ça sur Mars. Ça nous confirme qu'il n'y a pas d'océan sur Mars. Et on a vu le niveau de bruit, donc on n'a jamais vu sur Terre, notamment avec cette bande de fréquences qui correspondent avec le pic microsismique. Donc c'est vraiment le fenêtre on n'a jamais exploré sur la Terre. Et c'est déjà une chose très étonnante pour nous. Et deuxième surprise qu'on avait était pour le signal. Donc avant l'atterrissage, on a dit que donc, finalement, le Mars va être entre la Lune et Terre. Donc, on
on n'était pas sûr, mais on a dit que ça va être entre les deux. Mais je pense que 90% des membres d'équipe pensaient que ça va être plus proche sur la Terre. Mais si vous vous souvenez le signal que vous voyez, ou peut-être vous écoutez, c'était finalement, on a trouvé quelque chose de beaucoup plus proche de la Lune. Donc, c'était une grande surprise pour l'équipe. Donc, je vais dire, côté sismologique, le premier signal, donc finalement, le signal que c'était montré dans le film, c'était le premier séisme que tous les membres étaient convaincus que c'était un séisme. Mais finalement, c'était un peu loin de ce qu'on a attendu avec notre connaissance sur la Terre. Et finalement, on a trouvé quelque chose comme la Lune. Donc, c'était une grande surprise pour l'équipe. Voilà, l'exploration planétaire réserve toujours des surprises. Juste pour rebondir sur le premier point, c'est vrai qu'on a un niveau de bruit tellement bas que finalement, on rentre dans un domaine de la sismologie planétaire qui est vraiment exploratoire. C'est-à-dire qu'on a des signaux qu'on n'a jamais vus sur Terre. Et donc là, c'est vraiment... tous les jours, on essaie de décrypter des choses qu'on ne connaît pas. Donc il faut essayer de sortir de ces acquis terrestres. Et c'est assez compliqué parfois. Enfin, peut-être qu'on saura dans quelques années qu'en fait, ce qu'on regardait, c'était totalement différent. Je ne sais pas. Et peut-être que ça apportera un éclairage sur des signaux auxquels on ne faisait pas attention sur Terre, parce qu'on ne les voyait pas bien. Ouais. Je vous redonne la parole, ou on passe à la suite, parce que la suite, c'est pour saluer un peu le travail d'équipe qui est derrière toute cette affaire. Hein, je vous l'ai dit, beaucoup de monde a travaillé sur le projet, sur l'instrument, beaucoup de monde a travaillé sur la mission globalement. Ces affaires-là, ça mobilise beaucoup de monde, on l'oublie. Parfois, parce qu'on a tendance à ne voir que les quelques personnes qui s'expriment au moment des résultats, mais les résultats ne seraient pas là s'il n'y avait pas toutes ces équipes. Donc là, on a un petit film pour conclure avant une conclusion plus musicale sur ce travail d'équipe. Si on peut nous passer le film. Voilà, donc un grand merci à toutes les personnes qui ont permis de réaliser cette mission et de permettre au sismomètre d'être toujours en activité un an après. Et sur ces aspects-là, je ne sais pas si vous voulez commenter sur vos impressions. Qu'est-ce que ça fait à l'anniversaire de 1 an c'est très agréable, ma foi. Non, mais c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent, évidemment. Et puis, on se disait avec Émeric, sur la dernière image, qui est l'image Aerize, la plus récente, qui était d'une qualité assez exceptionnelle, où on voit le point blanc, donc la cloche qui recouvre Séis, l'atterrisseur avec ses 2 panneaux solaires, et on distingue vraiment chaque détail. Et ça, ça fait quelque chose, quand même. Ah, c'est sûr, ça laisse des souvenirs. Est-ce que là, moi, il y a 1 an, j'étais la plupart de l'équipe était partie au JPL pour l'atterrissage, mais moi j'étais resté à la Villette où on faisait un événement, et donc j'avais Philippe Le Guenet à côté de moi. Donc quand on a atterri, que ça a été confirmé, ça a été un grand moment, quoi. Voilà. Toi, ça t'a laissé indifférent ? Non, pas vraiment. J'ai pas un moment spécial comme ça. Il y a plein de petits moments avec à chaque fois des souvenirs qui remontent. Nous, le développement de l'instrument, c'était avant. On a eu vraiment des années difficiles avec des très gros efforts de toute une équipe. Ça n'a pas été simple tous les jours, le développement de ce sismomètre. Et on a livré à l'été 2017 aux États-Unis. Au moment, le jour du lancement de la fusée, nous, ça fait déjà un petit moment qu'on a les doigts de pied en éventail. Bon, enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait un peu de boulot, quoi. Enfin, et on travaille encore dessus, mais c'est beaucoup plus détendu. Et donc le gros de notre réalisation, le gros de ce qu'on a amené côté développement technique, il est déjà assez loin. Mais à chaque instant, que ce soit le lancement, l'atterrissage, etc., il y a quand même un enjeu assez fort. Et donc à chaque fois, il y a un soulagement que l'étape soit passée. Et puis il y a plein de souvenirs qui remontent de toutes ces années de développement et de
voilà, qui était quand même une sacrée aventure et dont on garde quand même des amitiés, des relations, beaucoup des émotions, mais aussi beaucoup de souvenirs, et de choses qu'on se remémore à plusieurs, des gens qu'on est content de recroiser. Voilà. Et l'aventure n'est pas finie. Mais Taichi, toi, de ton point de vue, alors? En fait, pour moi, j'avais un peu un point de vue différent parce que pour moi, c'était pas l'atterrissage qui était un peu stressant, mais c'était la première image. Parce que atterrissage, je savais déjà, NASA a réussi plusieurs fois, mais déploiement des instruments sur sol, c'était vraiment la première fois. Donc pour moi, même si on a réussi à atterrir et on voit l'image avec plein de cailloux et on ne peut pas mettre 600 mètres, c'est un gros problème. Donc pour moi, le moment plus content était quand j'ai vu la première image et j'ai vu rien. Il n'y a rien sur l'image, donc j'étais sûr que j'arrive à trouver un bon lieu pour mettre un 600 mètres. Donc, je pense que je montre, comment dire, je ne sais pas le mot, mais mon plus bon moment était après 3 minutes par rapport à tout le monde. Ouais. Il y a quand même un petit moment un petit peu plus, c'était sol 35, c'est-à-dire 35 jours martiens après l'atterrissage. On a le sismomètre qui a été posé au sol ce jour-là. Et quelques heures après, on a eu le premier recentrage. Ce qu'on appelle le recentrage, il y a un petit mécanisme qui permet d'équilibrer le pendule. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on sait que vraiment ça marche pour de vrai. Et il y a eu des choses avant, on sait qu'électriquement ça marche, mais c'est que quand il est vraiment équilibré qu'on sait que ça marche sous gravité martienne. Et c'est quelque chose qu'en plus pas testé au sol, puisqu'on est sous gravité terrestre. Et donc là, il y a quand même un petit... voilà, là, c'était quand même un moment un peu clé. Ouais, je vais ajouter quelques mots. J'ai plein de choses que je souhaite dire. Mais en fait, j'avais la chance pour être à JPL pour le moment du déploiement de BBB et déploiement du chapeau. Donc, j'ai vraiment vu les premières données après le déploiement et première donnée dans le meilleur état de BBB. Et je vois très bien l'évolution des données. Et à la fin, j'étais 100% convaincu que ça marche très bien. Donc, c'était le moment pour me dire, c'était vraiment le moment, le dream come true. Si, je pense que ça va être une bonne expression, mais ouais, je me souviens très bien de ce moment-là. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Oui, le témoignage d'un ancien. Oui, justement, je n'aurais pas joué les anciens combattants, mais en fait, c'est une histoire qui a commencé au début des années 90. Et il ne faut pas oublier qu'en 1996, il y a déjà un premier sismo développé par l'IPGP qui a été lancé vers Mars, le 17 novembre 1996. Bon, il a été lancé vers Mars. Malheureusement, la sonde russe a explosé en vol après une orbite terrestre, donc il n'est pas arrivé sur Mars. Mais donc, tout ça pour dire que donc, ce sismomètre Optimisme a été en fait quelque sorte l'ancêtre de SACE et de la manip InSight. Et même si maintenant tous les protagonistes, ceux qui sont encore là, sont en retraite, on voit ça maintenant avec tout de même la réussite d'InSight et de SACE avec une certaine émotion, parce qu'on a effectivement passé toute notre carrière d'ingénieur ou de scientifique sur ces manips, quoi, en fait. Et oui, ça c'est un travail de longue haleine, et donc comme on le disait tout à l'heure, il faut de la ténacité, de la patience, et les échecs, les causes d'échecs sont multiples, et parfois d'ailleurs on se dit que c'est assez miraculeux qu'il n'y ait pas finalement que des échecs, parce que vraiment, vu le nombre d'étapes qu'il faut franchir pour aboutir. D'ailleurs, profitons-en pour rendre hommage, moi je tiens quand même à le dire, aux Américains qui aujourd'hui sont à peu près les seuls au monde à savoir poser des instruments de cette nature à la surface d'une planète avec un taux de succès qui est quand même assez remarquable vu la quantité de difficultés auxquelles il faut faire face. Voilà, alors, tu veux peut-être dire quelque chose ? Le taux de succès, c'est un peu plus d'1 sur 2.
Oui, mais c'est... Ce qui est remarquable, et ce sont les seuls, puisque les autres Alors, nations qui ont essayé ont 100% d'échecs. Alors, je voulais rendre hommage à ceux qui réussissaient, plus que de souligner toute la difficulté qui... Alors, bon, mais tu l'as dit, ça n'est pas une chose facile, mais eux savent le faire avec un taux de succès qui est tout à fait honorable et qui, on peut l'espérer, s'améliorera pour qu'il y ait d'autres sismomètres qui un jour viennent rejoindre InSAIS sur InSight et puis vers les autres planètes, puisqu'on a évoqué le fait que de nombreux exemplaires avaient été construits, donc faut pas oublier qu'on a encore des sismomètres qui sont entre guillemets à disposition et que sur lesquels toute l'équipe travaille pour des projets, pour essayer de convaincre donc les agences des différentes nations, parce que ce sont des affaires souvent internationales, vu la difficulté d'aller poser ces instruments sur d'autres astres. Voilà, alors, sauf si vous avez d'autres questions, auquel cas je vous demanderai de bien vouloir vous signaler tout de suite. Je propose qu'on termine avec une dernière petite chose, alors simplement pour dire que Mars, c'est un objet d'étude scientifique, mais c'est aussi un objet qui fait rêver, puis on a chez nous des scientifiques qui sont aussi des artistes et des musiciens, et donc là, on a un exemple de composition par l'un de nos maîtres de conférence. Et alors, l'œuvre s'appelle InSight Suite numéro 0. Elle a été composée par Nobuaki Fuji, qui est maître de conférence chez nous, spécialiste de sismologie. Et donc, je vous laisse apprécier pour finir. Et je vous remercie tous donc d'être venus. Je vous remercie d'avoir posé des questions. Vous êtes intéressés à ce sujet. Et puis, je remercie les intervenants pour leurs réponses et pour avoir clarifié tous les aspects. Vous voulez peut-être ajouter un dernier mot ou on passe au petit film pour finir? Donc, l'œuvre qu'on pourrait dire en hommage à InSight.